Chers amis, bonjour, ici Paul Mignot, postdocteur en biologie pour la Science te parle. Aujourd'hui, on va parler de, vous savez, cette espèce d'odeur, de goût, de déjà-vu. Lorsque vous regardez le profil de quelqu'un, vous dites, il y a quelque chose qui... J'ai déjà vu ça quelque part. On va parler de Samakaraki. Je précise une chose, c'est que tout ce que je vais vous dire, c'est mon opinion personnelle. Mais il y a des éléments qui vous seront peut-être intéressants pour comprendre un peu la biologie ou certains trucs. Mais ça n'est que mon opinion personnelle. Si vous souhaitez la suivre, elle ne dit pas de bêtises à proprement parler. J'ai des différences de vision, mais elle ne dit pas de bêtises à proprement parler. Suivez-la, écoutez-la. Mon objectif ici n'est pas de dire il ne faut pas la suivre. Mon objectif ici, c'est de vous parler de ce que je vois. C'est un peu différent. Alors, Samakaraki, la première fois que j'en entends parler, c'est il y a quelques semaines. Parce qu'elle est invitée au REC, donc moi je ne vais pas au REC. Mais je regarde les intervenants et sur la liste je la vois. Donc sur le site du REC Toulouse, il est écrit Samakaraki, docteur en neurosciences, fondatrice du Social Brain Institute qui a pour objectif de s'appuyer sur les apports des sciences cognitives pour promouvoir la justice sociale et environnementale. Alors là déjà j'ai un souci. Dès que je lis ça, et je me dis il y a quelque chose qui ne va pas. Qui a pour objectif de s'appuyer sur les apports des sciences cognitives. Les sciences cognitives, c'est de la biologie, c'est de la science à proprement parler, pour promouvoir la justice sociale et environnementale. C'est-à-dire, je me dis comment on se sert de l'étude du cerveau pour promouvoir quelque chose qui est politique. Parce que les sciences, la justice sociale et environnementale, c'est politique. Et vous savez que je suis contre l'utilisation de la science et de toutes les sciences en politique, et notamment de la biologie. Beaucoup l'ont fait, ça mène à des désastres incroyables. On peut parler du darwinisme social, on peut parler de l'eugénisme, on peut parler du nazisme. Et là, je vois déjà dans ces quelques lignes une politisation de ce que dirait la biologie. Mais je ne peux pas m'arrêter à quelques lignes, et je continue. Ce que moi je fais lorsque je me renseigne sur un chercheur, c'est que d'abord je vais sur PubMed, enfin, un chercheur en biologie en tout cas. Je vais sur PubMed, je regarde ce qu'il a écrit, comme ça je regarde ses travaux, et c'est toujours intéressant de voir les travaux qu'il y a. Et là je vois qu'il y a deux résultats, il y a deux articles. Un en 2014 et un en 2022. Et vous avez sur PubMed, vous avez les dates sur le côté. Et vous voyez qu'entre 2014 et 2022, il n'y a rien, aucune publication. Je me dis, bon, ça va être une jeune chercheuse. Deux publications, tout de même 8 ans d'intervalle, c'est beaucoup, mais ça doit être une jeune chercheuse. Quand vous cliquez sur l'article, vous pouvez voir les affiliations. Alors vous cliquez sur le premier article, vous voyez les affiliations, et là, pour les affiliations, j'ai CNR UMR 5203, Institut de génomique fonctionnelle. Ah, ça, le nom me dit quelque chose, c'est Montpellier, effectivement, c'est Montpellier. Donc elle a fait soit sa thèse, son post-doctorat, pour l'instant je ne le sais pas, à Montpellier, et elle en sort un article. L'impact factor du journal, c'est 5,91, il est dans le quartile numéro 1. C'est un impact factor moyen, c'est pas petit, c'est pas grand, c'est normal. La grande majorité des journaux sont ces alentours-là. Donc, bon, je me dis, publication moyenne, c'est une première publication, c'est pas trop mal. Ma première publication était dans un journal à peu près pareil, on est du 6 et quelques, légèrement plus haut, mais pas beaucoup. Voilà, ça reste classique. Puis je lis un peu l'article, et bon, pas trop mal. Bon, j'ai juste un petit souci avec la figure 5, où je vois que sur les westerns, il n'y a pas de... Sur les westerns phospho-ERK et ERK1-2, je n'ai pas de CAPDH ou de bêta-actine ou de tubuline, c'est-à-dire je n'ai pas de housekeeping. Alors je crois les westerns, c'est pas le souci, mais pour la quantification c'est quand même mieux. Bon, alors il n'y a pas de quantification directement ici. Je ne sais pas alors exactement pourquoi on monte des westerns. Bon, c'est le petit détail de la publi, mais ça ne remet pas en cause le travail. C'est que j'aime bien que les choses soient bien faites et on met quand même un gène bon. Donc ça c'est le premier point. Donc, la première chose que je vois, moi, c'est une publication de 2014. Ensuite, je vois une publication dans un journal beaucoup plus connu, qui est Nature Communication, avec un IF pratiquement de 15, donc c'est un excellent journal. Je vois qu'elle est un peu au milieu. Quelque chose me frappe ici, c'est que, alors, dans le premier papier, elle est en premier auteur, ça veut dire que c'était son projet
à elle et qu'elle a mené ce projet-là. Dans le deuxième papier, en 2022, Nature Communication, elle est au milieu. Elle est à la place 1, 2, 3, 4, 5e place sur 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 auteurs. Donc il y a 16 auteurs sur ce papier, mais c'est Nature Communication, c'est normal qu'il y en ait plein. À 5e place, donc je me dis c'est peut-être une collaboration. Pour l'instant, je ne le sais pas. Quelque chose me touche ici, c'est que je vois qu'il y a Laurent Samar parmi les co-auteurs. Donc je vois à peu près d'où vient le papier, puisque moi aussi, Laurent Samar est l'une de mes co-autrices. Je la connais bien, j'ai fait une partie de ma thèse sous sa responsabilité. Donc c'est une bonne chercheuse, une bonne médecin, je la connais, je me dis, bon, le papier est pas mal, Nature Communication, ok. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir ce qu'elle a fait sur ce papier. Et quand vous allez à la fin du papier, vous avez les author contributions, alors vous avez différents groupes, et vous avez le premier groupe, c'est Perform Experiment, donc ils ont fait l'expérimentation. Le deuxième groupe, c'est ils ont analysé les données, ils ont supervisé les expérimentations, ils ont designé l'étude et ils ont écrit le manuscrit. Et elle apparaît et elle a fait les expérimentations, mais elle n'a pas analysé les données, elle n'a pas supervisé les expérimentations, elle n'a pas designé l'étude, elle n'a pas écrit le manuscrit. Donc elle est collaboratrice du papier, donc ça n'est pas un de ses papiers principaux. Je regarde l'affiliation, je me dis est-ce que ça vient de la même affiliation de Montpellier? Et là, non, je vois que ça vient de Sorbonne Université, ce qui signifie qu'elle est à Paris. Donc elle est passée de Montpellier à Paris, donc je me dis, le premier papier, c'est peut-être la thèse, le second, c'est peut-être le postdoc. Pourquoi il y a 8 ans d'écart? C'est peut-être le temps. Bon, ça fait quand même pas beaucoup de papiers, mais enfin voilà. Je vais sur son LinkedIn, bien évidemment. Et donc, LinkedIn, il y a écrit Neuroscientist, Founder of the Social Brain Institute, ok. Donc ça, on a un peu ce qui était écrit sur le papier du REC. Plus exactement, on a neuroscientist, consultant, lectureur, founder of the Social Brain Institute, consultant, lectureur. Alors ça, c'est un peu à la mode des chercheurs qui veulent travailler à l'international. Bon, je ne suis pas fan de ce mode, mais enfin, imaginons. Et je regarde un peu sa formation, et il y a quelque chose qui me frappe sur le LinkedIn, c'est qu'il n'y a pas de papier. C'est-à-dire qu'elle n'indique aucun papier, ça ne fait pas LinkedIn de chercheur là pour le coup. Bon, je vous dis ce que je pense quand je vois les choses. Donc je regarde un peu son parcours, donc je vois qu'elle a été Research Assistant, donc c'est-à-dire stagiaire dans plusieurs endroits, donc ça c'était pendant ses masters. Elle a fait une école doctorale à Montpellier 2008-2011, je rappelle que l'école doctorale à Montpellier est sur concours, donc elle a réussi le concours d'école doctorale à l'Institut génomique fonctionnel. 2008-2011, donc le premier papier 2014 où il y avait écrit Montpellier, ça veut dire que le premier papier c'est son papier de thèse. Ensuite elle a fait un post-doctorat à l'université Pierre et Marie Curie d'à peu près 5 années. Donc le second papier où il y avait écrit CNRS, Sorbonne Université, c'est son doctorat, son post-doctorat. Donc elle a un papier en doctorat, un papier en post-doc, et je me dis c'est pas possible, elle doit avoir d'autres papiers. Je suis allé sur Clarivate. Clarivate qui nous dit même s'il y a des actes de congrès, etc. Je vois 7 papiers, je me dis ah bon, non, j'en avais raté des actes de congrès, c'est intéressant, puis je regarde les dates, je me dis non, c'est pas la même. Le problème de Clarivate, c'est ça, c'est que si vous avez des chercheurs avec le même nom, eh ben, ils vous foutent tout ensemble. Hein. Alors pourquoi je vous dis c'est pas le même nom? Parce que par exemple, vous avez une Karaki qui a publié en 1995, sachant qu'elle est née en 84, elle ne pouvait pas avoir 11 ans au moment de sa thèse, d'accord. Donc c'est pas elle, et donc Clarivate, si on définit un peu mieux les paramètres, on voit 2 papiers, dont un, celui de sa thèse, qui a été cité 41 fois, c'est pas mal du tout, et le Nature Communication qui a été cité une fois, mais comme il est sorti en 2022, c'est normal qu'il soit pas, on est qu'en 2023, il faut se calmer les gars. Donc un papier de thèse qui est assez bon, mais il n'y en a qu'un, 3 ans après la fin de sa thèse, et je voulais vous rappeler un truc, et là on va venir sur quelque chose là. Thomas Durand, donc c'est dans sa dernière vidéo qui s'appelle Abercant Polytechnique, la justice et moi, à la minute 14:37, il dit « Je vous rappelle que pour avoir le grade de docteur, normalement il faut avoir publié des travaux dans des revues à comité de lecture, au moins un article si sa thèse est de qualité, voilà, même plusieurs en général. » Alors il a raison et tort à la fois, c'est que ça dépend des pays. En Italie il faut, par exemple, en Suisse il faut, en France je ne suis pas certain. Elle a fait en France, donc ça dépend des pays. Mais si je prends la définition de ce que dit Thomas Durand pour les docteurs, techniquement elle n'est pas docteur. Mais c'est la définition de Thomas Durand, et encore une fois il a raison et tort à la fois, c'est-à-dire qu'il a raison dans certains pays, tort dans d'autres, c'est un peu plus compliqué que ça.
Mais là, je suis surpris quand même qu'il ait fallu 3 ans après sa thèse pour sortir en papier dans un Impact Factor 595. Normalement, si vous sortez des papiers 3 ans après votre thèse, c'est du Nature, du Cell, du Science, un truc bien costaud. Là, voilà, je suis un peu surpris de ça. Et si je regarde la fin de son post-doctorat, 2016, son papier de collaboration de postdoc sort 6 ans plus tard. Alors c'est un bon papier, certes, Nature Communication, mais enfin ça fait du temps quand même. Ça fait du temps. Je vois pas d'acte de congrès sur Clarivate, etc. Bon, je me dis que le CV question recherche est très très léger quand même. Si vous allez sur le Clarivate et que vous cherchez Idriss Aberkane, il y a 3 publications. Hein. Alors des années après, c'est doctorat vrai ou faux, mais vous avez 3 publications, dont une qui est citée une seule fois, mais c'est lui qui s'autocite. Une publication de 2021 dans le revue Mathematics, où il se recite en 2022, donc c'est lui qui se cite, je vais vérifier ça, dans Mathematics en 2022, mais il a 3 publications dans des journaux d'impact factor assez faible, mais il a publié 3 fois, donc on est déjà supérieur à Notre-Dame. Il est un point, j'ai regardé, je me dis peut-être qu'elle fait plus de sociologie, donc j'ai regardé sur Cairns, et là il n'y a qu'une publication qui est en réalité des chapitres de livres. Donc si vous voulez, question recherche en biologie, le CV est très faible. Là très clairement on est sur un CV, comment dire, c'est pas top du tout là. Alors je suis allé sur l'agence Start and Play, donc c'est une agence qui permet de louer des conférenciers, lectureurs qu'on dit en anglais. Et donc voilà ce qu'ils nous disent. Après un doctorat en neuropsychologie, Samakaraki a travaillé pendant 5 ans à l'université Pierre-Marie Curie sur les mécanismes neuronaux des comportements émotionnels et sociaux tout en enseignant à l'Institut de psychologie de Paris-Descartes. Donc elle a fait un postdoctorat à Marie Curie, nous l'avons vu, pendant 5 ans nous l'avons vu, elle en tire une publication en collaboration, nous l'avons vu, et elle a fait de l'enseignement comme tous les postdocs. Bien. Bon, c'est quand même plus glorieux de faire un enseignement à Paris, comme elle le fait, que moi de l'enseignement à Lausanne, on va être clair, c'est vrai. Les mécanismes impliqués dans l'émergence d'habitudes comportementales font également l'objet de son travail, permettant de comprendre comment ceux-ci s'acquièrent ou peuvent être changés. Alors, les mécanismes impliqués dans l'émergence d'habitudes comportementales, on parle sans doute de mécanismes neurologiques, font également l'objet de son travail. On va se calmer, il n'y a pas de publication pour l'instant. Il y en a que 2. Alors, je veux bien qu'elle l'étudie, mais il faut quand même être un peu plus rigoureux avant d'écrire ce genre de phrase. Depuis 2014, elle est fondatrice et directrice du Social Blind Institute, une organisation qui développe et fournit en Europe et au Moyen-Orient. Et là, on a un lien aussi avec Aberkane, c'est que Aberkane, qui est d'origine nord-africaine, il travaille avec l'Afrique sur certains projets, et elle est d'origine libanaise, donc elle travaille au Moyen-Orient. Bon, chacun va vers ses origines, c'est quelque chose de normal. Des stratégies innovantes fondées sur la recherche qui aident les individus et les organisations à organiser et faciliter le changement. Alors le changement, on ne sait pas de quoi, mais de l'organisation, peut-être, je ne sais pas, mais enfin le changement, c'est vaste. Cette phrase n'a pas trop de sens en réalité, je ne comprends pas. À travers ses conférences, formations et missions de conseil, elle partage les apports des neurosciences affectives et sociales. Ouais, là j'ai du mal déjà. Pour une meilleure compréhension des conditions nécessaires à la résilience et créativité humaine dans leur forme individuelle et collective. Donc là, on n'est pas comme, contrairement à ce que dit le REC, sur quelque chose qui serait politique, mais quelque chose qui serait plus de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on utiliserait les neurosciences. Alors les neurosciences affectives et sociales, bon, moi je ne suis pas expert dans la catégorisation des neurosciences. Pour moi, c'est une même et unique science, comme moi je suis en endocrinologie. Vous n'avez pas une endocrinologie affective, etc. Vous avez l'endocrinologie. Mais bon, les neurosciences, l'endocrinologie, on met toujours au singulier, les neurosciences, on met toujours au pluriel. Je ne connais pas la différence entre les deux, mais là, on a neurosciences affectives et sociales, c'est pour ça que je vous dis que je ne comprends pas très bien ce que c'est. Mais là, on est plus sur, vous voyez, créativité, etc. On est plus sur l'apprentissage. Et là, on a quelque chose de commun avec Idriss Aberkane, puisque, rappelez-vous, sa théorie de la neuroergonomie pour apprendre plus facilement, qu'il utilisait, nous dit-il, les données des neurosciences pour cette théorie, qui a été démontée d'ailleurs, de la neuroergonomie, on a quelque chose d'assez similaire ici. Utiliser les neurosciences pour améliorer l'apprentissage. Ces expertises reposent sur le développement des compétences socio-émotionnelles.
Je sais pas ce que c'est, ça paraît un mot valise ce truc. Acquisition et changement des habitudes et comportements, créativité et résilience, diversité et inclusion. Bon, très bien. Ça ne nous apprend pas grand chose, mais enfin, on peut voir un peu ce qu'elle fait. Autant dans l'oreille qu'on c'était plus politique, autant ici on a l'impression que c'est un peu plus sur l'apprentissage. Ce que l'on voit, et c'est pour ça qu'elle est connue, elle a écrit des livres. Bon, elle a fait des conférences, elle a écrit des livres, et donc là on va en venir sur le sujet. Elle est présentée en permanence comme neuroscientifique, malgré un CV qui peut paraître un peu faible, mais elle est présentée en permanence comme neuroscientifique, et donc j'ai regardé un peu ses conférences et ses discussions, alors pas toutes, quelques-unes, et puis j'ai pris quelques notes là sur mon petit carnet jaune que vous commencez à connaître, et je vais vous parler de ça aussi justement, et vous dire que tout d'abord ça m'a mis un peu mal à l'aise. Ça m'a mis un peu mal à l'aise parce que j'ai l'impression, et si ces idées existent encore il faut le faire, mais j'ai l'impression qu'elle combat des idées qui n'ont plus cours quelque part. Elle le cite par exemple dans sa conférence TEDx qui s'appelle L'intelligence n'est pas un talent inné. Elle cite des gens du 18e, 19e siècle comme Le Bon, Auguste Le Bon, et elle décrit ce qu'il faisait sur regarder la taille des cerveaux, etc. Mais on ne le fait plus. Ouais, je veux dire, c'est des choses qu'on faisait au 18-19e siècle. On peut difficilement dire, oui, mais bon, maintenant, la biologie, elle montre qu'ils avaient tort, mais on le sait déjà qu'ils avaient tort. Et je vous montre un livre, puisque en 94, il y a The Bell Curve qui est sorti. Ici, vous avez la réponse à The Bell Curve. Alors, The Bell Curve, c'est un livre de 1994 qui veut montrer qu'il y a une différence d'intelligence en fonction des, entre guillemets, races humaines. Et les études ont montré qu'en réalité, il y a beaucoup de biais dans les études qu'ils avaient sélectionnées et qu'il y a beaucoup de l'environnement qui joue dessus. Et donc, en 96 sort ce livre qui se veut une réponse scientifique à The Bell Curve, qui a fait un gros succès en 94. Et donc, ce livre-là sort en 96, et ce qu'elle nous raconte, en fait, ce livre-là nous le dit déjà. Alors ma question, c'est 26 ans plus tard, pourquoi est-ce qu'on revient sur ce discours? Alors qu'il n'y a pas un changement, en fait, de vision de la chose dans la société. Il n'y a pas une remise en question du fait que l'inné et l'acquis, c'est quelque chose de très complexe, et que vous avez des interactions permanentes entre les deux. Mais là, j'ai l'impression qu'elle essaie de détruire ces idées-là qui ont un siècle ou un siècle et demi. Et si l'on parle que du QI, cette différence qu'il peut y avoir entre guillemets les races humaines, je vous rappelle que la biologie parle de population, ça a déjà été démonté il y a presque une trentaine d'années. Donc pourquoi revenir là-dessus? Pourquoi écrire des livres là-dessus? Pourquoi faire des conférences là-dessus? Je ne comprends pas. Mais elle nous dit, et c'est dans une interview qu'elle nous dit ça, elle nous parle de Gina Rippon, qui expliquerait qu'en neurosciences, on regarde dans les IRM les zones de cerveau et on regarde par exemple si on vous montre des images, enfin entendre des sons, etc. Le cerveau, on dit oui, telle zone, c'est plus chez l'homme, chez la femme, etc. Bon. Et elle nous dit il y a un mythe du cerveau sexué qui apparaît au XVIIIe siècle. Le problème, c'est que c'est pas un mythe. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut difficilement voir des structures cérébrales différentes chez l'homme et la femme. On n'a d'ailleurs pas vu chez Albert Einstein. Mais les hormones produites par l'homme et la femme et la quantité des hormones est totalement différente. Et ces hormones, les signaux proviennent de l'hypothalamus-hypophyse, c'est le cerveau. Et nous, on le voit tous les jours en endocrinologie, la différence qu'il y a entre les hommes et les femmes au niveau endocrinologique. Et par exemple, je vous ai parlé dans une vidéo récente de l'hypertension, des temps sur terre qui peuvent être différents chez les hommes et les femmes. J'ai écrit un papier sur le rein, sur les ultra sportifs, avec la quantité d'aldostérone qui est produite différemment chez les hommes et les femmes. Donc on a tout un tas de différences, et ces différences proviennent en partie du cerveau. Donc il n'y a pas de mythe du cerveau sexué, contrairement à ce qu'elle dit. Le cerveau sexué existe, il ne dépend pas de la taille ou des structures cérébrales, mais des hormones qui l'impliquent en production. Et ça va influer sur la biologie. Et si vous voulez, c'est un peu le problème de son discours, c'est qu'elle va prendre des phrases générales, vous dire ça n'existe pas, parce que le cerveau sexué tel qu'elle définit, c'est-à-dire la taille du cerveau, etc., bien évidemment, ça n'est pas vrai.
Mais cerveau sexué, ça a aussi une autre assertion qui est une assertion plus endocrinologique. Et ça, pour le coup, c'est vrai. Et elle va prendre des phrases comme ça, comme « le talent n'existe pas », c'est le titre de ses livres, ou « le talent n'est pas inné », quelque chose comme ça, sans expliquer exactement ce que c'est. Et même en conférence, j'ai écouté 2 TEDx d'elle, et il n'y a pas ce détail qui manquerait. Alors, dans la vidéo de Blast, elle détaille. La vidéo de Blast, elle est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus détaillée, j'ai plus apprécié la vidéo de Blast, l'interview qu'elle a donnée, que des conférences TEDx. Peut-être que dans les TEDx, elle n'avait pas le temps de développer, mais je crois qu'on ne peut pas sortir ce genre de phrases qui sont en partie fausses, parce que ça donne une mauvaise image. Il faut toujours aller sur la complexité. Et le point aussi, c'est l'épigénétique. Elle dit, on a eu l'impression pendant longtemps que c'était génétique, etc., qu'on pouvait expliquer les caractéristiques d'un individu par sa génétique, c'est vrai, on l'a pensé, et c'est vrai que c'est faux. Et s'il y a des gens qui le pensent encore, alors elle fait un bon travail de le débunker. Mais j'ai l'impression, c'est une impression, qu'elle utilise l'épigénétique dans le même sens. En disant oui, mais c'est pas génétique, c'est épigénétique. Mais l'épigénétique, c'est complexe. Et si ça dépend de l'environnement, mais de manière plus complexe que ce qu'elle décrit. Alors elle a écrit un papier, celui de 2014, sur l'épigénétique. Moi aussi, j'ai écrit un papier sur l'épigénétique avec des rats IEGR, donc c'est des rats où pendant la gestation, ils ont moins à manger, la mère a moins à manger, puis on voit les différences qu'il y a après la naissance avec la taille d'organes, etc., notamment de surrénal, de rein, de foie, et toutes les hormones qui vont être différentes, la sensibilité au glucose, à l'insuline et tout. Donc on a ces différences-là. Ça, c'est de l'épigénétique. C'est-à-dire que l'environnement va faire que même gène sera exprimé différemment. Et en fait, il y a un paradoxe dans son discours, c'est qu'elle dit l'inné, l'acquis, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, et je suis entièrement d'accord avec elle. Mais si l'on regarde l'environnement, alors son idée de dire, parce que le but pour elle, c'est de mettre à bas un peu aussi l'idée de méritocratie, le problème qu'il y a, c'est que l'épigénétique et l'environnement est à ce point un facteur important, que si l'on regarde les familles les plus riches, eh bien, c'est celles qui mangent le mieux. Or, l'alimentation a une importance capitale sur le développement, et notamment du fœtus. C'est là où il y aura le plus de vocabulaire, et on sait que la part du vocabulaire s'apprend énormément lorsque l'on est jeune, et que vous avez des interactions synaptiques et une modulation du cerveau en fonction du vocable que vous allez avoir, par exemple, et l'acquisition du vocable que vous allez avoir. Dans les familles les plus riches, on parle des fois plusieurs langues, on a beaucoup plus de vocabulaire. Contrairement aux familles les plus pauvres, c'est un problème, hein, il faut voir ça. Donc si l'on considère juste l'épigénétique comme elle semble le faire et l'environnement, eh bien, malheureusement, on revient au mythe de la méritocratie quelque part, parce que les familles les plus riches donnent tout pour leurs enfants. Donc il y a ce paradoxe-là dans son discours, je trouve. Et c'est un peu embêtant. Après, il y a quelque chose qui me gêne aussi sur sa vision qu'elle a du scientifique. Bon, il y a 2 points. Il y a 2 points, et je vais le noter, la phrase qu'elle a dit. Alors bien sûr, elle ne veut pas de détournement de la science, je suis d'accord avec elle, tout à fait d'accord avec elle, mais en gros, alors je ne retrouve plus la phrase, elle dit que le scientifique, voilà, les scientifiques sont légitimes à se pencher sur les enjeux sociétaux. C'est exactement sa phrase. Alors je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je comprends que c'est ce qu'elle veut faire avec son institut, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Les scientifiques ne sont pas plus légitimes à se pencher sur les enjeux sociétaux que n'importe quel citoyen. Nous sommes des citoyens normaux, et donc on n'est pas plus légitime que n'importe quel citoyen. Je ne suis pas plus légitime, moi, en tant que biologiste, à me pencher sur des enjeux sociétaux que ne l'est un plombier, un boucher, une aide-soignante, ou que sais-je, une conductrice de bus, ou que sais-je. Je suis un citoyen, un scientifique est un citoyen, donc on n'a pas plus de légitimité. Et ce point-là de la légitimité, c'est un mot qu'elle emploie souvent, me gêne aussi. C'est-à-dire que si elle veut que le scientifique reprenne sa place pour que la science ne soit pas utilisée par les politiques, par exemple, nous ne sommes pas plus légitimes à donner notre opinion que les non-scientifiques, parce que si justement on ne veut pas que ce soit utilisé par les politiques, alors on ne doit pas utiliser la biologie
pour nos propres opinions. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'elle fait aussi, c'est-à-dire qu'elle a une certaine idéologie de gauche, et elle essaie de trouver dans la biologie et la neurobiologie des choses qui convaincraient ses opinions. Alors c'est une impression que j'ai. Et c'est aussi pour ça qu'elle a été invitée partout et que ses livres fonctionnent, parce que elle essaie d'utiliser la biologie pour dire la méritocratie, le talent, l'intelligence n'existent pas. Alors je pense déjà que la biologie n'a pas à se pencher sur ce qu'est la méritocratie, le talent, l'intelligence. Déjà, je veux dire, pour moi, ce ne sont pas des sujets scientifiques. La biologie montre plutôt ce qui dysfonctionne. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez comprendre une aire cérébrale ou une protéine dans le cerveau, pour prendre cet exemple-là, on va créer des animaux qui ne l'ont pas. C'est-à-dire des animaux qui sont KO, qui sont mutés pour cette protéine ou pour ce type de synapse ou pour autre chose. Et on va voir ce qui se passe. C'est-à-dire on va voir comment l'absence de cette protéine ou la modification de cette protéine entraîne. Donc on regarde ce qui n'est pas plutôt que ce qui est. Parce que nous avons un problème de contrôle, c'est-à-dire que le contrôle lequel on prend. Qu'est-ce qui est la normalité? En biologie, on n'a pas de normalité. Ça n'existe pas à proprement parler. Donc, dire la biologie démontre que, par exemple, l'intelligence n'existe pas ou l'intelligence existe, en fait, la biologie ne peut pas se pencher sur l'idée même d'intelligence, ou l'idée même du talent, ou l'idée même du mérite. Et elle le comprend un peu quelque part parce qu'elle nous dit qu'il faut franchir les murs de nos propres domaines de recherche. Et elle dit qu'elle a beaucoup lu sur la sociologie, etc. Et donc elle le dit par exemple sur le talent et l'intelligence, sujet sur lequel je n'ai pas moi-même fait des recherches, mais fait de la revue bibliographique et beaucoup de choses à dire. C'est exactement ces mots. Et elle nous dit dans une interview qu'il faut affranchir les barrières entre les sciences pour que chacun puisse s'aventurer dans le champ de recherche de l'autre. Et là, je pense que c'est plus complexe encore parce que les méthodologies sont différentes. La méthodologie en biologie et en sciences humaines et sociales est totalement différente. Et donc, est-ce qu'un biologiste peut aller vers les SHS par lui-même? Elle le dit, même si on fait des erreurs, etc. Mais je pense que c'est trop délicat et qu'il ne faut pas le faire. En réalité, il faut travailler en collaboration avec, si l'on veut travailler sur ces sujets-là, il faut travailler en collaboration avec. Mais nous, en tant que biologistes, on n'a pas à aller là. On doit travailler en collaboration avec. C'est différent le travail. De dire on travaille en collaboration avec, plutôt que de dire nous, on va travailler sur. C'est totalement différent. Et je pense qu'elle a tort de penser qu'il faut affranchir ces barrières. C'est-à-dire qu'on affranchit les barrières par la collaboration, mais on n'affranchit pas les barrières par soi-même. Bien sûr, plusieurs champs disciplinaires et plusieurs types de sciences peuvent travailler en sciences et doivent travailler en collaboration, et je dis bien doivent travailler en collaboration, mais ce n'est pas un seul scientifique à pousser les barrières. Et ça me gêne un peu, ce discours-là, parce que ça fait un peu discours de si on lit, on sait tout, et finalement on peut réfléchir à tout, et non, c'est plus complexe que ça encore. Donc la méthodologie fait que déjà on peut faire beaucoup d'erreurs et des interprétations, et notamment sur les questions d'intelligence, etc. Quand moi je lis des papiers là-dessus, je vois qu'il y a beaucoup de corrélations, mais ce sont des corrélations. C'est pas des mécanismes à proprement parler biologiques. Si je parle du talent, par exemple, pourquoi est-ce que telle personne est talentueuse au piano, il n'y a pas de mécanisme biologique à proprement parler. On voit des corrélations par rapport à l'environnement, etc. Mais on ne comprend pas les phénomènes. Donc il faut aussi savoir ça, c'est dire juste on ne comprend pas ce qui se passe. Par exemple, pourquoi est-ce qu'Albert Einstein a sorti la théorie de la relativité? Vous savez, son cerveau qui a été étudié, et anatomiquement, on n'a pas vu beaucoup, il y a eu beaucoup de controverses. Mais anatomiquement, on s'est dit, il n'y a rien, quoi, quelque part. Donc, elle a raison de dire que c'est pas là-dedans qu'il faut chercher, mais il faut faire attention aux corrélations. Voilà, en gros, ce que j'avais à dire. Donc, j'ai un point de vue différent sur la biologie. Si vous devez retenir ce que je vous dis par rapport à ce qu'elle est, premièrement, non, le scientifique, donc ça c'est le take-home message de ce que vous devez retenir de la vidéo. Le scientifique n'est pas plus pertinent lorsqu'il parle de sujets de sociétaux que n'importe quel citoyen. Ça c'est la première chose. Et nous, biologistes, on n'a pas à se dire on est compétent sur des sujets de sociétaux. On est des scientifiques, on est des citoyens, et ça s'arrête là. Le second point, lorsque l'on veut étudier des sujets qui peuvent être pluridisciplinaires, il faut le faire en collaboration. Et pas se dire nous, on va s'affranchir des barrières et on va pouvoir comprendre la méthodologie de l'autre, le sujet de l'autre. C'est pas vrai. Collaboration. Troisième point, c'est que je ne vois pas très bien la différence entre son discours et le discours qu'il y a depuis 30 ans, depuis la sortie de The Bell Curve et toutes les démonstrations qui ont été faites que The Bell Curve est tort. Ça, je vois pas ce qu'il y a de nouveau en réalité là-dessus,
Surtout, j'ai l'impression qu'on démonte des idées anciennes. Pourquoi vouloir les remettre au goût du jour? Je ne sais pas, enfin là, ça me pose problème. Le quatrième point, c'est que les termes d'intelligence, de talent, c'est tellement compliqué que je pense que c'est pas la biologie à le définir déjà. Et qu'on n'a pas de mécanisme proprement parlé. Si vous regardez les tests de QI par exemple, auxquels je ne crois pas du tout, pour moi c'est une espèce de cartomancie. Les tests de QI, si vous avez par exemple quelqu'un qui a 100 et l'autre a 110, cérébralement qu'est-ce qui se passe, quels sont les mécanismes, les protéines impliquées, les structures anatomiques impliquées, etc. En fait, on ne voit pas vraiment de différence, enfin je veux dire, on n'en a aucune idée. Donc la biologie n'est d'aucun secours là-dessus, et on n'a pas étudié ça. Et le troisième point, il y a quand même une différence hormonale entre les hommes et les femmes, ça vient de l'hypothalamus hypophyse, donc il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de cerveau sexué, il y en a un, mais qui n'a rien à voir avec la taille, ou qui n'a rien à voir avec des capacités quelconques, et ça on le sait depuis longtemps, mais qui a à voir avec notre production hormonale, et donc avec certaines autres choses comme la tension artérielle, comme ce que nous on avait montré par exemple dans le foie, dans le système du rein, rénal, etc. Donc on a ces différences-là. Et l'épigénétique, oui, c'est important au niveau de l'environnement, etc. Et c'est pour ça qu'il faut avoir l'environnement le plus sain pour tous. Et ensuite, concernant la méritocratie, je pense que c'est une question politique. Donc ça, c'est le 7e point, c'est une question politique auquel les scientifiques n'ont pas plus à se pencher que le reste. Et on n'a pas utilisé la biologie pour dire, regardez ce que la biologie dit, donc il faut faire ça. Je pense que c'est une erreur. Et là, on politise la science et en fait, on essaie de se conforter dans notre idéologie initiale en disant regardez ce que dit la science. Donc, politisons pas la science. C'est le sujet. Après, est-ce que vous devez suivre ou non cette personne? C'est vous qui voyez. Moi, je voulais la comparer à Idriss Aberkan parce qu'il y a une forte corrélation avec Idriss Aberkan parce qu'ils étudient tous les deux, enfin, ils veulent étudier tous les deux, sans forcément être eux-mêmes les chercheurs d'ailleurs. Les deux ont ce point commun, mais des vulgarisateurs. Les neurosciences pour l'appliquer à l'apprentissage, est-ce que c'est bien ou pas? Là, pour le coup, je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée là-dessus. Est-ce qu'il faut utiliser les neurosciences pour l'apprentissage? Alors, ça, je ne sais pas. Certains vont me dire, oui, mais tu sais, elle ne ment pas sur son doctorat, Idriss Aberkan le faisait. C'est là où je vois une différence aussi sur la couverture de ses livres. Alors moi, j'ai son premier livre en format poche, Libérez votre cerveau, et dans Libérez votre cerveau, il n'y a pas ces 3 doctorats. Il est juste écrit spécialiste des neurosciences, Idriss Aberkan dévoile sa méthode pour libérer notre cerveau à l'école et au travail. Il n'est même pas écrit dans la version poche qu'il est docteur en neurosciences. C'est écrit dans la version plus longue, le gros bouquin qui est sorti au début, où il est écrit spécialiste des neurosciences. Idriss Aberkan est titulaire de 3 doctorats, dont un en neurosciences. Il a également donné plus d'une centaine de conférences sur 4 continents et conseille plusieurs gouvernements sur leur système éducatif. Il est aussi éditorialiste au point. Il y a une différence en fait derrière de couverture et de présentation de l'auteur dans ses livres. Dans la première version, c'était indiqué 3 doctorants, dans la seconde version, non, dans la version poche, non. Moi, je n'ai que la version poche, donc je vois que c'est pas indiqué. Et ça, c'est aussi important de le mentionner parce que on parle toujours des 3 doctorats d'Idriss Aberkan où il aura menti dessus, mais c'est pas toujours indiqué en fait, ces 3 doctorats. Voilà ce que j'avais à dire. J'espère que vous aurez appris des choses sur le monde scientifique et la biologie. Voilà, je voulais faire une vidéo sur elle parce que je la vois passer de plus en plus et que ça me semblait intéressant. Je trouve qu'elle est tombée au bon moment, c'est-à-dire si elle a ce succès, c'est parce qu'on se pose de plus en plus de questions sur méritocratie, sur la richesse, etc. Et finalement, elle est tombée au bon moment. Et son succès est dû aussi au moment donné. À l'époque, il s'interroge, mais je pense qu'on s'interroge sur des idées anciennes. Et il y a une sorte de retour en permanence de ces idées, ou peut-être que ces idées ne retournent pas, mais question marketing, question politique, on les refait vivre. Mais j'en sais rien. Mais moi, j'ai l'impression que ça revient pas. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui vous dira, dans la sphère politique ou quoi, les riches sont riches parce qu'ils sont génétiquement meilleurs. On voit tous que c'est des différences et que le réseau de papa, si tu es millionnaire, il sera toujours mieux que le réseau du fils si tu ne l'es pas. Et qu'effectivement, l'environnement va donner un certain talent particulier. Et c'est pour ça d'ailleurs, bon sens populaire, que vous avez souvent garage, machin et fils, parce que le fils reprend le garage de papa parce qu'il est né dans le garage et qu'il connaît très bien le garage ou le restaurant, bidule et fils, voilà. Mais je veux dire, on le sait depuis longtemps, ça, si vous voulez, c'est pas un truc nouveau.
Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, mettre en commentaire ce que vous en pensez. La vidéo est un peu longue, je suis désolé, mais j'avais des choses à dire. Merci, au revoir.